Et je vais commencer avec vous, Monsieur Büttner. Vous êtes maire de Villiers-Saint-Benoît et vice-président du SDEY. Et le sujet que vous traitez notamment est celui de la cartographie avec le PCRS, Plan Corps de Rue Simplifié. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que c'est qu'un PCRS et quel est l'état d'avancement de ce sujet au sein du syndicat? Ça marche? Vous m'entendez là? Oui. Oui, le PCRS, un superbe jouet nécessaire à toutes les communes, le géoréférencement des réseaux d'éclairage public souterrain, avec la réglementation anti-endommagement, le géoréférencement des réseaux sensibles, dont bien sûr l'éclairage public que gère notre syndicat, est obligatoire depuis janvier 2020 en zone urbaine et sera obligatoire également en zone rurale en 2026. Pour pouvoir repérer correctement ces réseaux nouvellement géoréférencés, il a été nécessaire de constituer un plan cartographique. Ce fameux PCRS, plan de corps de rue simplifié, constitue en fait un fond de plan au même titre qu'une carte papier sur lequel on pourrait éventuellement dessiner un itinéraire. Le SD, notre syndicat, autorité publique locale compétente, a réalisé ce plan de très haute définition en collaboration avec l'Institut de géographie nationale et Enedis. Ce PCRS doit être mis évidemment régulièrement à jour. C'est pourquoi notre syndicat a lié un partenariat avec le CREG. Le CREG, c'est le Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes des informations géographiques. Ce CREG est le leader national, en fait, pour la mise à jour des PCRS. Afin de pouvoir trouver un équilibre financier, parce que la mise à jour a un coût, bien sûr, pour cette mise à jour, le syndicat a passé des conventions auprès des opérateurs nationaux et locaux, comme Enedis, RTE, GRDF en cours de discussion, et les communautés de communes, en particulier celle du Migénois, de la communauté d'agglomération d'Auxerre et le Grand Sénonais. La participation financière demandée aux communautés de communes, ce qui nous intéresse tous, pour être équitable, se fait au prorata de la surface du territoire et de la population, ce qui correspond en gros pour une communauté de communes, une grande communauté de communes entre 3 000 et 4 000 euros par an pour une période de 4 ans, ce qui est relativement peu cher pour une communauté de communes. Merci. Où est-ce qu'on en est au niveau des adhésions ? Pour le moment, c'est simplement, on a Enedis, RTE, GRDF et les 3 grandes communautés de communes du Migénois, de l'Auxerrois et du Sénonais. Et les adhésions sont ouvertes pour l'ensemble des autres collectivités? Voilà, il y a des contacts qui sont pris très régulièrement par le syndicat avec toutes les autres communautés de communes. Merci Monsieur Büttner. Je vais passer la parole à présent à Jacques Balloux. Et nous allons parler travaux. Donc vous êtes maire de Sementron. Je veux bien que vous nous disiez 2 mots de la politique d'investissement du syndicat. Bien, bonjour à tous. En ce qui concerne les investissements du syndicat d'électrification, ils sont issus de 2 sources différentes. La première, elle est issue des communes, par leurs demandes, quand toutes les communes nous ont transféré leurs compétences. Donc elles sont demandeurs de travaux d'enfouissement et également d'extension de réseaux. Ces extensions sont indispensables pour créer de nouveaux logements ou, et c'est encore plus important, pour le développement économique, pour alimenter des nouvelles structures, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou de l'artisanat ou d'entreprises plus importantes. La deuxième source de nos investissements est issue du schéma directeur d'investissement qui a été élaboré conjointement avec Enedis et décliné en PPI, en plan pluriannuel d'une durée de 4 ans. Cela concerne les renforcements, les sécurisations
et la suppression des cabines hautes. C'est notre cœur de métier. L'ensemble de ces travaux, c'est environ 12 à 15 millions d'euros d'investissement annuel. Cela représente 60% du budget d'investissement du SDE. Les 40 autres % sont consacrés à l'éclairage public. Par ailleurs, pour les travaux que mène le SDE, vous opérez un contrôle qualité de manière assez régulière. Sous quelle forme prend-il? Alors, ces travaux qualité sont issus d'une enquête de satisfaction que nous remettons aux communes après chaque réception de chantier. C'est un petit document qui demande l'avis des collectivités sur les travaux réalisés par les entreprises. Il y a une case qui leur est destinée, et ainsi que sur le fonctionnement du SDE, sur la mise en œuvre des travaux, le suivi des travaux, la qualité des travaux. C'est simple à remplir, ce sont des petits icônes qui sont graduels, qui nous notent sur les travaux que nous avons réalisés. Le syndicat s'est également engagé dans une démarche ISO 9001. Voilà, donc c'est dans cette démarche-là, elle est un peu issue de notre engagement on a souhaité être classé ISO 9001. C'est presque une date anniversaire aujourd'hui. Je me suis renseigné tout à l'heure, c'était au mois d'octobre 2018 que nous avons eu notre premier certificat de norme ISO 9001. Ce certificat a été obtenu pour 3 ans et tous les ans, il est quand même remis sur la sellette pour faire un point de l'état de nos travaux, de notre fonctionnement. Dernièrement, ça s'est passé dans le au début du mois d'octobre, nous avons été reclassés ISO 9001 pour 3 ans. J'ai eu l'honneur de participer aux travaux du syndicat avec les agents, et les performances que nous avons atteintes aujourd'hui, c'est grâce à cette norme qui ne fait que nous faire progresser sans arrêt. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de structures telles que la nôtre qui ont cette norme 9001. C'était réellement un plus pour nous, et ça ne peut que nous faire aller dans le bon sens. Parce que c'est au travers de cette norme qu'on nous indique nos petites défaillances, les remarques, et nous sensibilise pour améliorer toujours et toujours notre fonctionnement et notre travail rendu auprès des collectivités. Une dernière question. Le syndicat est un important donneur d'ordre dans le département, donc vous avez des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Comment vous contrôlez la qualité de leurs travaux? Ça se passe également par le biais de cette enquête. Et ça, c'est pour le rendu final. Mais en amont, quand les travaux sont décidés par la commune, nous avons des agents en permanence qui sont sur le terrain, qui surveillent les travaux. Ça commence par une séance de pré-piquetage pour s'enclencher quand les entreprises arrivent sur le terrain, en harmonie avec les communes, puisqu'on ne vient jamais sur le terrain sans que les collectivités soient prévenues. L'organisation de l'entreprise commence depuis la base vie, ensuite le dépôt de matériaux. Nos techniciens passent régulièrement, toutes les semaines, en contrôle sur les chantiers, et nous avons, entre guillemets, un super contrôleur qui vérifie l'état des tranchées et l'état de la couche de roulement en fin de travaux. Et ça, c'est fait d'une manière tout à fait imprévue. Ce super contrôleur fait tout notre département. Il intervient quand il le veut, quand il le souhaite, et quand on l'informe d'intervenir si quelque chose nous paraît un peu délicat. Merci Monsieur Balou. Je vous propose de passer le micro à Richard Zéger, qui est adjoint au maire de Joigny, pour le sujet suivant, qui est celui du photovoltaïque. Je veux bien que vous nous présentiez l'activité du syndicat en faveur du photovoltaïque, et notamment celle du cadastre solaire. Qu'est-ce que c'est qu'un cadastre solaire et comment ça fonctionne? Le cadastre solaire, c'est un outil d'aide à la décision qui permet d'évaluer la ressource en énergie solaire d'une toiture. Énergie solaire qui peut se transformer soit en électricité, soit en chaleur. Permet en particulier d'évaluer le pan de toiture la plus adaptée et la plus productive.
Il intéresse l'ensemble des acteurs de la filière solaire, que ce soit les particuliers qui ont l'intention d'installer des panneaux solaires sur leur toiture ou les entreprises, agriculteurs, mais également les industriels et fabricants de panneaux solaires qui peuvent cibler les zones les plus pertinentes pour développer leurs panneaux solaires. Si je suis un particulier, je consulte le cadastre solaire, ça me permet d'avoir une idée de mon potentiel si je suis démarché par ailleurs? Tout à fait, ça vous permet, et puis c'est assez facile. Le syndicat a mis en place en 2023 le cadastre solaire que l'on peut trouver sur son site, mais je vous le dirai un petit peu plus tard. Et c'est un site qui est facilement accessible et visuel. On recense depuis 2023 à peu près 12 000 clics sur ce site. C'est à peu près 86% de la population de Lyon qui a accès à ce site. C'est 8 EPCI et 50 communes. Et c'est utilisable pour n'importe quelle toiture, par exemple la toiture de ce bâtiment? Oui, je me suis adonné à cet exercice, Madame la maire, et j'ai pu remarquer que cette toiture a une capacité de 900 mètres carrés possible en panneaux photovoltaïques. On pourrait produire à peu près 190 000 kWh an, d'où 16 tonnes d'économie d'émissions de CO2. Mais enfin, c'est pour les personnes dans la salle qui n'ont pas encore consulté ce site, c'est très facile. Il vous suffit d'aller sur Google, sur ce petit appareil dont tout le monde dispose aujourd'hui, et vous tapez SDEY, cadastre solaire, et vous allez arriver sur le site. Et si vous suivez la procédure, vous allez pouvoir connaître exactement quelle est la capacité de votre toiture, de la toiture de votre maison, de votre mairie ou d'un de vos bâtiments à produire de l'énergie solaire. Mais bien entendu, il faut que la structure puisse accueillir les panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas si ce bâtiment en a la capacité, mais enfin, ça, c'était un petit exercice pour la présentation d'aujourd'hui. Merci. On va parler maintenant d'autoconsommation, mais juste avant de vous redonner la parole, on va passer rapidement à une petite vidéo de 3 minutes pour présenter le dispositif mis en place par l'ESD. Le SDE a pour mission initiale l'organisation de la distribution de l'électricité sur le territoire de Lyon. Il a donc un rôle majeur concernant la maîtrise de la demande en énergie. Pour ce faire, il a pour objectif de chercher les économies d'énergie dans un premier temps, avec la performance des équipements et le développement d'énergies renouvelables, mais aussi en innovant. C'est pourquoi le SDE a fait le choix de tester par lui-même le parcours de mise en place d'un système vertueux qu'est l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, puis sur ombrière, et le partage de l'électricité produite par ces panneaux entre un point de production, panneaux sur le bâtiment technique et plusieurs points de consommation, en l'occurrence 3 bâtiments, plus des bornes de recharge de véhicules électriques. C'est le principe de l'autoconsommation collective. Cette installation fonctionne depuis la signature de notre convention avec Enedis fin 2023. À ce jour, nous sommes à environ 98% de taux d'autoconsommation, c'est-à-dire 98% d'électricité produite est partagée entre les différents sites de consommation et seulement 2% est revendue au réseau. Vu la consommation en électricité du SDEY, pour les besoins bureautiques, les serveurs informatiques, le chauffage pour l'un de nos bâtiments, pour les recharges de véhicules électriques, cette production représente en moyenne 7%, couvre 7% de nos besoins en électricité. C'est pourquoi, dans un deuxième temps et dans la continuité de nos expérimentations, nous avons choisi de mettre en place une ombrière photovoltaïque permettant une augmentation de la production d'électricité et donc du taux d'autoproduction. Une des missions du SDE est justement de contribuer à la maîtrise de la consommation d'énergie sur son territoire. Et ça, c'est une mission autant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Avec cette ombrière, on a une électricité verte. Maintenant, il faut pouvoir piloter nos équipements techniques qui consomment de l'énergie au sein de nos bâtiments en s'appuyant sur des batteries de voitures, des batteries stationnaires, pour pouvoir consommer cette électricité verte produite au meilleur moment. Pour faire ça, il faut parvenir à automatiser avec des programmes
la consommation en fonction de nos besoins, sans dégrader justement la réponse aux besoins de nos agents. Donc pour faire ça, il faut qu'on puisse recharger la batterie, vraiment quand on a des tensions sur le réseau, qu'on produit trop d'électricité verte sur le réseau électrique, il faut qu'on puisse recharger nos batteries. Et lorsqu'il y a des gros besoins, des gros appels de puissance sur le réseau électrique, le matin ou le soir, quand tous les gens rentrent chez eux, il faut qu'on puisse décharger nos batteries à ce moment-là. Cette notion de flexibilité, c'est très important parce que c'est vraiment la clé de voûte de la résilience du réseau électrique français. Et cette flexibilité, elle doit être présente sur tous les territoires français, justement pour que notre réseau soit performant. Les communes, elles disposent d'un parc immobilier tertiaire important. Et donc, elles sont des parties prenantes, elles sont des acteurs clés dans la réussite de ce projet. Et le démonstrateur, le projet réalisé par le SDE, il se veut justement réplicable facilement vis-à-vis de toutes les communes. Et on peut y ajouter brique par brique, étape par étape, en rajoutant une ombrière, des panneaux photovoltaïques, des batteries, une borne bidirectionnelle comme celle-ci, et également une gestion technique du bâtiment pour piloter intelligemment nos équipements techniques. Monsieur Zegers, l'autoconsommation collective, on en parle beaucoup, c'est quand même relativement complexe. Le syndicat a mis en place ce qu'on appelle une PMO. Qu'est-ce que c'est qu'une PMO et à quoi ça sert pour les communes, les autres collectivités qui nous écoutent? Alors la PMO, qui veut dire personne morale organisatrice, c'est une entité juridique indispensable pour toute opération d'autoconsommation collective ouverte. La petite vidéo qui vient de vous être présentée, c'est une autoconsommation patrimoniale. Ça veut dire qu'il y a un producteur qui consomme toute son énergie. Mais pour une autoconsommation ouverte, une autoconsommation collective ouverte, alors là, vous êtes obligé de passer par une PMO. La PMO assure le lien technique et administratif entre les producteurs consommateurs et Enedis. Elle rassemble les informations qui sont contenues dans la fourniture et la consommation des différents consommateurs et les transmet à Enedis pour facturation. Et il est donc possible, si on est une collectivité, quand vous mettez ce type d'opération, de faire appel au syndicat et à sa PMO. Tout à fait. Et justement, le syndicat a créé la PMO fin 2024, justement pour aider les collectivités et les communes dans la gestion de la vente de leur énergie produite, alors tant par les toitures que par les ombrières. Hein. Ça va un petit peu au-delà du cadastre solaire, bien entendu. Et donc, il ne faut pas hésiter à consulter la PMO qui a été créée entre la SEM et le syndicat. Merci. Je vous propose de passer au sujet suivant, qui est celui de l'éclairage public. Et je vais vous demander de passer le micro à Claude Dupuis. Vous êtes maire de Fleury-la-Chapelle et vous allez nous parler d'éclairage public, ce qui a été fait par le syndicat. Et on a entendu tout à l'heure Madame la maire parler des économies réalisées pour les travaux d'éclairage public à Moneto. Donc ça a forcément un impact sur les coûts. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, avant tout, l'objectif du SDE est de proposer une solution technique et performante accessible à toutes les communes, quelle que soit leur taille, permettant de réduire de 50% leur consommation d'énergie et d'assurer une maintenance réduite et gratuite les 3 premières années. Ce programme en solution LED avec pilotage autorise un allumage et un réglage précis de l'intensité lumineuse par point lumineux et permet d'obtenir jusqu'à 75% d'économie. Les communes l'ont très bien compris. Cela a été une réussite pour plus de 190 communes qui en ont bénéficié, soit plus de 25 000 points lumineux remplacés. Plus de 35 millions d'euros ont été investis par le syndicat. C'est un succès avec près de 75% des communes adhérentes à la compétence éclairage public avec les luminaires LED. Il y a encore une forte demande
Actuellement, une trentaine de communes nous ont sollicité. Elles sont en étude et restent à réaliser. Et le syndicat anticipe la fin des sources de sodium à haute pression? Tout à fait. On en a profité pour supprimer toutes ces lampes sodium haute pression. Parce que ça va bientôt être terminé. Normalement, 2027, il n'y aura plus de lampes sodium haute pression. Le passage en LED sera obligatoire. Il y a encore 12 000 sources dites sodium. Mais sur ce nombre, il y a 4 000 en cours de rénovation. Donc il en reste encore 8 000 à traiter. On vous invite, messieurs les maires, à engager des études de rénovation globale de l'éclairage public. Donc ce sujet sera abordé dans des commissions locales de l'énergie programmées avant fin 2025. Pour le Tonnerrois, la date est programmée, ce sera à peu près le 30 novembre. Et une dernière question, l'éclairage public est un secteur qui a connu des transformations importantes ces dernières années, vous l'avez dit, le remplacement des sources de sodium par les LED. Et puis maintenant, il y a d'autres questions qui se posent, qui est celle notamment de la pollution lumineuse, qui n'était pas forcément appréhendée il y a encore 15 ou 20 ans. C'est exact. Ces points est un sujet d'attention au sein du syndicat. Ce sujet l'ESD est particulièrement vigilant avec les entreprises titulaires des marchés au respect strict de l'arrêté de 2018 visant à réduire la pollution lumineuse. Par exemple, l'orientation des luminaires est bien analysée et contrôlée. Les luminaires retenus et proposés aux communes sont de qualité avec une grande efficacité lumineuse. Les agents d'USD ont été formés en 2024-2025 pendant près de 2 jours sur les enjeux de préservation de la trame noire avec une analyse de site déduit pour bien appréhender cet enjeu. À cela s'ajoute que l'ESD, en lien avec la préfecture et la DDT, a retenu un spécialiste en pollution lumineuse et biodiversité pour optimiser les réglages et le paramètre des luminaires sur les communes disposant du fonds vert. Enfin, le syndicat, depuis 2018, a déployé une technologie de télégestion au point lumineux. Il est de fait aisé de moduler l'intensité lumineuse de 0 à 100% selon l'heure de la nuit, mais aussi de cibler des zones, voire un point lumineux, avec possibilité d'éteindre complètement un luminaire. Grâce à cela, on fait des mesures et beaucoup d'économies. Merci Monsieur Depuis. Nous allons poursuivre ce tour de table des activités du syndicat. Et je vais passer la parole à Guillaume Dumay. Vous êtes adjoint à la maire de Pierrepertuis, vice-président du SDEY. Et avec vous, on va parler finances. Où en sont les finances du SDEY aujourd'hui ? Alors, c'est évident que tous mes petits copains, là, ils ont parlé de dépenses. Pour que ça puisse tourner, effectivement, vous pouvez vous dire, à un moment ou à un autre, ça peut coincer parce qu'on n'a que quelques recettes et que ce sont des recettes fixes. Il reste vos copains quand même. Hein ? Il reste vos copains quand même. Oui, oui. Non, mais je fais un peu le père Fouettard, quoi, c'est tout. Donc, quelques éléments. Premier point, l'ESD, et tous l'ont dit parce qu'ils n'ont parlé quasiment que d'investissement. L'ESD, c'est une entité intercommunale qui dépense pour investir. En gros, quand vous voyez cette courbe, on est toujours au-dessus de 50% et on est même en moyenne à 2 € de dépenses d'USD sont des dépenses d'investissement sur 3. C'est-à-dire que le reste, c'est du fonctionnement, et le fonctionnement, c'est la maintenance d'éclairage public. C'est un peu de frais de personnel, en sachant qu'on a beaucoup internalisé notre maîtrise d'œuvre. Donc, premier point, un syndicat qui est fait pour investir et pas pour fonctionner. Deuxième point, par rapport aux travaux. Le mandat qui va s'achever, là, ça a été un mandat, et Claude l'a évoqué, ça a été un mandat qui s'est consacré largement, et vous voyez sur la courbe, à l'éclairage public. C'est-à-dire que nous investissons en moyenne de l'ordre de 15 millions d'euros par an, ce qui est quand même pas mal pour notre syndicat, et on a mis l'accent sur la période 2020-2025 sur l'éclairage public. Pour autant, vous voyez sur la ligne grise, on a continué les extensions.
C'est-à-dire que tout le monde a sans doute dû profiter de la mise en œuvre du ZAN pour qu'on accélère les extensions avant qu'on puisse geler les constructions. Bon, ça risque d'être mis en cause si un jour on a un gouvernement. Et enfin, nous avons continué les dissimulations, mais ça a été notre variable d'ajustement. Alors malgré tout ça, on s'en sort pas trop mal, puisque nous avons une capacité de désendettement qui, certes, a doublé d'une certaine manière, mais elle est passée de presque 1 an et demi à 3 ans, avec un petit pic sur 2021, mais qui était lié en fait à tous les emprunts qu'on a dû faire pour l'éclairage public. Et ces emprunts, on a eu la chance de pouvoir les faire à taux fixe et à des taux canons, puisque aujourd'hui, l'inflation est supérieure quasiment au double du montant du taux d'intérêt. Donc ça, c'est pour ce qui est des finances qui sont en bonne santé, avec pour autant une volonté d'investir plus de 10 à 15 millions d'euros chaque année sur le territoire. Et là maintenant, on va parler du contrat de concession. Voilà, l'autre gâteau sec, même très sec. Les relations avec Enedis. Donc on a 2 concessions en fait. La première, c'est la concession électrique. Nous avons le président de la FNCCR qui avait négocié, et ça a été les éléments de ce mandat, le nouveau contrat de concession pour une durée de 30 ans. Ce mandat a été consacré, en tout cas depuis 2020, j'allais dire, à la résorption des points blancs, puisque le maillage territorial du SDE aujourd'hui atteint la totalité du département, ce qui avait été un objectif qu'on s'était fixé, et objectif qui n'est pas neutre, surtout quand on le connaît, c'est que ça permet de gratter 300 000 € de redevances supplémentaires auprès d'Enedis. Donc en point bleu, là, ce sont toutes les communes, en fait, qui étaient les communes urbaines qui possédaient leur propre contrat de concession, qui sont arrivées à échéance entre 2022 et puis même 2029 pour une qui a souhaité rentrer un petit peu plus tôt, qui rentrera au 1er janvier 2026. L'autre concession que l'on a, c'est beaucoup plus limité. Donc ça, ce ne sont que les communes qui sont en bleu assuré. C'est notre concession avec GRDF pour le gaz de ville. Et donc nous n'avons que 43 communes dans notre périmètre. Étonnamment d'ailleurs, elles sont toutes le long de la RN 77 et de la RN 151 qui ne couvrent pas d'ailleurs totalement le réseau de grosses conduites d'alimentation de gaz. Mais c'est là, et il y a une petite exception, je m'en souviens encore, c'était Michel Delprat, qui était maire de Tanlay à l'époque, qui avait mis un réseau de gaz et qui avait souhaité que le réseau de gaz soit dans le syndicat d'électrification du Tonnerrois à l'époque, en 99-2000. Voilà pour ce qui est des concessions qui nous rapportent de l'ordre de 1 400 000 € par an. D'accord. Donc vous avez parlé de la négociation du contrat. Comment on travaille avec les concessionnaires pour avoir une relation équilibrée? Ça, c'est une question piège. Parce que relation équilibrée entre un concédant et un concessionnaire, pour ceux qui ont des délégations de services publics dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement, c'est compliqué. Pour ce qui est de nous, c'est aussi très compliqué parce qu'on a en face de nous un interlocuteur, en tout cas pour l'électricité, qui est en situation de monopole. Donc, et dont l'actionnaire principal est l'État. Oui, alors en plus, qui doit remonter 3 milliards de dividendes pour combler les déficits publics. Donc, effectivement, le contrôle de concession, c'est compliqué, même si, alors, avec le nouveau contrat, il y a eu une perte sur un certain nombre de provisions pour renouvellement, mais en contrepartie, on a un plan pluriannuel d'investissement qui est signé pour 4 ans et qui fait, Jacques, je crois que tu en as un peu parlé, qui fait que Enedis nous entretient et nous verse un certain nombre de sommes ou dépense directement des sommes sur le réseau. Mais le contrôle de concession, effectivement, aller dépatouiller dans les comptes nationaux ce qui relève de Lyon, c'est pas forcément aisé. Avec les PPI, il y a quand même une logique contractuelle nouvelle qui s'est mise en place, qui vous permet de mieux suivre les activités du concessionnaire et de les orienter. Alors, ça les oriente et ça permet, vu qu'il y a ces durées qui sont relativement... Moi, je ne fais pas des copains là, hein, mais qui sont relativement courtes, aussi de les suivre à la culotte
pour faire en sorte que les objectifs qui sont fixés soient atteints. Alors, c'est un peu comme tout le monde, hein, on se réveille parfois au dernier moment, et c'est dans les 2 dernières années souvent que les chiffres sont bien les meilleurs. Merci Monsieur Dumay. Irène Olrier, à présent, je vous demande qu'on vous passe le micro. Vous êtes directrice de la SEM Yonne Énergie. Je veux bien que vous reveniez sur la création de cette SEM et pourquoi le syndicat de Lyon a décidé de créer une SEM. Quel était l'enjeu derrière, ou les enjeux? Alors, bonjour à tous. La SEM, vous la connaissez déjà, mais en effet, ce n'est pas inutile de revenir sur l'historique. Elle a été créée en 2016. Avec un capital de 2,7 millions d'euros, avec pour projet phare une unité de production de méthane de synthèse qu'on avait d'ailleurs présentée ici à plusieurs reprises et sur laquelle la SEM a travaillé pendant de nombreuses années de manière assez intensive, qui a été abandonnée à notre grand regret en 2022 suite au retrait d'un partenaire. Et en effet, nous le regrettons parce que la demande en gaz et le besoin d'approvisionnement en gaz de la France et de l'Europe ne va pas faiblir. Hein. Je pense que voilà, nos collègues de GRDF ne me contrediront pas sur ce point. Donc, les activités de la SEM ont été réorientées à l'issue de cet abandon. On parlera peut-être des projets après, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ces nouveaux projets ont justifié une augmentation de capital qui a eu lieu en décembre dernier. Donc le capital de la SEM a été porté à 4 390 000 euros. Il est détenu majoritairement par le syndicat départemental d'énergie de Lyon, à près de 85%. Il y a d'autres actionnaires, 3 SEM, la Vendée, la Nièvre, j'ai vu Madame la directrice générale, et puis la SEM Centre-Val de Loire, dont je salue le PDG qui est assis ici, Jean-Luc Dupont, qui est aussi président de la FNCCR. Et puis nous avons 2 banques, des caisses régionales, Caisse d'épargne et Crédit Agricole. Donc quel est l'objectif de tout cela? Eh bien, c'est d'investir dans des projets d'énergie renouvelable, à la fois pour générer des recettes dans un certain temps, hein, parce que vous savez que les retours, c'est à un horizon de temps d'à peu près 15 ans, des fois c'est 13, des fois c'est 17, et puis de constituer pour le territoire des actifs, et je pense que ce sera un facteur très important de la résilience des territoires à l'avenir. Donc, mesdames et messieurs les élus, cette SEM, elle vous appartient, en fait, par le truchement du syndicat. C'est un outil dont vous pouvez faire usage. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire ce matin que la SEM, à l'inverse de la pile Wonder, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc, vous avez mon numéro, je suis là ce matin. Venez me voir si vous avez des projets ou si vous êtes sollicité par des développeurs. Et bien justement, quels sont ces projets, ceux que vous avez en portefeuille, ceux que vous avez en développement? Les projets, au jour d'aujourd'hui, sont une unité de méthanisation. On était venu il y a 2 ans ici avec Dominique Goffard, qui a été l'initiateur de ce projet, qui est donc de la méthanisation en filière biologique à Pont-sur-Vanne, lancé en 2016, mise en service en 2024. Je précise ça pour que tout le monde ait quand même en tête un peu la durée de développement des projets, de certains projets, et inauguré le 19 septembre dernier à la grande joie de tous les partenaires. Donc voilà, ça c'est un projet qui fonctionne. Nous avons 2 projets photovoltaïques plutôt de grande taille. Enfin, c'est des petits projets dans les projets de grande taille. Ils vont faire 5 à 8 MW. Les études faune-flore sont finies. Nous comptons passer en pôle ENR avant la fin de l'année. Et puis déposer le permis de construire. Je vois les représentants de la DDT. Après, on espère une instruction en 12 mois peut-être. Et voilà, et peut-être une mise en service d'ici 18 à 24 mois. Et puis, on n'a pas la belle photo. Voilà, on est partenaire d'un projet très important éolien. Je pense qu'on vous en a déjà parlé aussi dans les Hauts de l'Armançon. À hauteur de 20%. L'arrêté d'autorisation du préfet a été publié en juillet, donc nous sommes très très satisfaits de cela.
bien sûr, il va y avoir un contentieux. Donc on espère que ce contentieux sera arbitré naturellement en notre faveur et qu'on pourra lancer la construction en 2029, autour de 2029. Voilà. Et il y a aussi un autre projet dont on vous avait parlé l'année dernière, qui était les ombrières photovoltaïques de Villeneuve-la-Guyard. Alors, les ombrières photovoltaïques de Villeneuve-la-Guyard, figurez-vous qu'elles étaient prévues pour être en revente totale, mais nous n'avions pas anticipé que M. Bayrou changerait complètement les règles du jeu. Ça, c'était l'époque où on avait un gouvernement. Voilà, on avait un gouvernement, mais c'est vrai que quand on travaille dans les ENR, il faut être très flexible. Il n'y a pas que le réseau qui doit être flexible, hein. Il y a aussi les personnes qui travaillent dans ce secteur, parce que c'est assez mouvant parfois. Donc on travaille en ce moment avec la PMO pour requalifier ce projet en autoconsommation collective. Et j'en profite pour lancer un petit appel aux élus de l'intercommunalité de Yonne-Nord. Si vous pouviez aussi, à l'issue de cette matinée, venir me voir pour qu'on puisse un petit peu évoquer cette perspective d'autoconsommation collective, ce serait pas mal. Une dernière question. La spécificité d'une société d'économie mixte dans les énergies renouvelables par rapport à des développeurs privés? Disons que, comme le disent beaucoup d'élus locaux, elle est à portée de baffe, donc elle ne fait pas de bêtises, la SEM, elle ne va pas vendre du rêve pour après partir très loin et ne jamais revenir. Elle est vraiment sur le territoire. Elle arbitre sa participation dans les projets en fonction, bien sûr, d'une rentabilité attendue, puisqu'on est de droit privé et qu'on n'effectue pas des missions de service public, même si elles sont d'intérêt général, mais aussi en fonction des contraintes de politique locale. Merci. J'ai peut-être le temps de prendre une rapide question de la salle sur un des sujets qui a été évoqué. Il y a des micros qui circulent. Je ne vois pas de main se lever. Donc je vais conclure cette première partie en remerciant M. Buttner, M. Balloux, M. Zéger, M. Dupuis, M. Dubé et Mme Olrier.